Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais ici vous raconter 3 histoires qui se sont toutes passées en France. Ce sont des histoires effrayantes, j'espère que je vous les repartagerai bien. Elles ont initialement été écrites sur le forum Let's Not Meet français, donc toutes les personnes qui ont partagé ces histoires les ont rédigées sous un pseudo. Pour le confort de l'expérience, je vais attribuer à chaque fois un nom qui n'est pas le réel nom de la personne qui a partagé l'histoire. Et maintenant que les règles sont établies, j'espère que vous êtes bien installés pour découvrir en ma compagnie ces 3 histoires qui se déroulent en France. Dans cette première histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Madeleine. Madeleine nous explique qu'au moment où elle écrit son histoire, elle est âgée de 18 ans. Mais son histoire remonte à 2 ans dans le passé, donc elle était âgée de 16 ans. Au moment des faits, elle était partie avec une amie pour se balader dans son village qui se situait non loin de chez elle. Elle explique qu'elle adore faire des promenades dans la nature, se ressourcer, prendre l'air frais, s'allonger dans un champ pour discuter pendant de longues heures. Et au moment où se passe l'histoire, cette envie ne disparaît pas. Madeleine et son ami décident donc de faire une promenade en forêt. Le planning de la journée est donc établi. Le matin, de 10 à 11 heures, les deux amies feront une promenade. Ensuite, elles iront pique-niquer dans un champ. Et ensuite, elles ont décidé de partir à la découverte de lieux qu'elles ne connaissaient pas. Elle nous explique, pour qu'on ait vraiment le contexte en tête, que l'endroit pour aller dans la forêt est un chemin. Chemin qui est habituellement très fréquenté. Et au moment de l'histoire, il y a encore une fois des personnes sur ce chemin. C'était pas une journée où, comme par hasard, il n'y avait absolument personne. Il y avait par exemple une famille, un couple, des randonneurs, un monsieur qui, selon Madeleine, avait probablement l'habitude de venir ici. Les deux amis arrivent donc à l'entrée de la forêt. Elle remarque que beaucoup de personnes sont en train de quitter les lieux et l'amie de Madeleine constate elle qu'il y a un homme à l'entrée qui semble les regarder. Cet homme était assez grand. Il avait les cheveux bruns et il était en train de déguster une poire qu'il découpait avec un couteau suisse. Les deux jeunes filles avancent vers l'entrée de la forêt et c'est là que l'homme les interpelle. Il leur signale qu'il y a un homme apparemment étrange qui rôde dans la forêt et qui plus est serait armé d'un couteau. Évidemment, en apprenant cette nouvelle, les deux amis commencent quelque peu à ressentir quelques frissons. Mais Madeleine a réfléchi un petit peu, elle s'est dit que s'il y avait des couples, des familles qui allaient dans la forêt, a priori, il n'y avait pas nécessairement de risque à y aller à leur tour. Donc elle répond sobrement « Merci monsieur » à l'homme qui a donné cette information, et l'homme, lui, n'a répondu qu'avec un sourire assez particulier. Madeleine ne décrit pas ce sourire comme un sourire amical, mais un sourire qui voulait dire quelque chose. Mais quoi ? Ça, elle n'en a aucune idée. Les deux amis se promènent, elles profitent de la balade, elle commence même presque à oublier ce qui leur a été dit un peu plus tôt, et c'est en approchant des 11 heures que là, l'amie de Madeleine souhaite faire une petite pause pour se désaltérer. Elles se sont arrêtées sur le sentier, et en attendant que son amie ait fini de boire, Madeleine, elle, regarde un peu aux alentours, et elle nous dit qu'elle a aperçu plus loin une sorte de silhouette, peut-être une ombre, se déplacer rapidement entre les buissons. Madeleine n'est pas plus interpellée que ça par ce qu'elle voit. Elle se dit que c'est probablement quelqu'un qui est en train de courir, de faire du sport. Et une fois que la pause est terminée, les deux amis reprennent donc le chemin de leur balade. Elles arrivent donc maintenant à un champ, là où elles avaient prévu de pique-niquer. Le pique-nique se passe vraiment très bien. Et à un moment donné, après avoir bu et mangé, Madeleine se retrouve avec l'envie de faire pipi. Elle s'est dit qu'elle allait s'isoler un petit peu parce qu'il y avait d'autres personnes dans le champ où avait eu lieu le pique-nique, donc par confort et pour l'intimité, Madeleine est allée un peu dans la forêt pour faire ce qu'elle avait à faire derrière un arbre. Et au moment où elle a terminé, elle a remarqué qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle avait cette sensation d'être observée. Elle a donc levé les yeux en direction de là d'où venait ce sentiment de gêne, et c'est là qu'elle a vu l'homme qui lui avait parlé à l'entrée de la forêt. L'homme la regardait avec un énorme sourire. Et pour Madeleine, il n'y allait avoir qu'une seule issue à cette rencontre. Pour elle, cet homme allait abuser d'elle. Heureusement, ça n'a pas été le cas. L'homme, en voyant qu'il avait été débusqué,
a simplement pris la fuite. Madeleine, elle, est retournée en courant pour retrouver son ami et tout lui raconter. Les deux amis décident donc à l'unisson de continuer leur balade, mais de rester extrêmement vigilantes. 2 heures de balade se passent sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui se produisent, mais tous ces événements quelque peu particuliers qui leur sont arrivés leur font repenser à ce qu'avait dit l'homme, c'est-à-dire le fait qu'il y avait quelqu'un qui rôdait dans la forêt avec un couteau. Donc à un moment donné, en croisant un vieil homme qu'elles avaient l'habitude de voir sur le sentier, les deux jeunes filles se sont précipitées vers lui pour lui demander si cette information était vraie ou pas. L'homme n'a pas dit oui ou non, il a simplement regardé Madeleine et son ami. Il leur a dit « 2 filles comme vous, ça ferait des cibles parfaites pour lui ». Tout de suite, les deux jeunes filles sont prises d'un énorme malaise. Le vieil homme qu'elles avaient interpellé reprend sa route, Madeleine et son ami restent sur place, se demandant ce qu'elles peuvent faire, et la décision qui est prise c'est de suivre le vieil homme. En fait, Madeleine et son ami se disent que s'il leur arrive quelque chose et que cet homme est dans les parages, il pourra potentiellement les défendre. Donc elles le suivent, et à un moment donné, le vieil homme remarque que Madeleine et son ami sont sur ses traces. Donc il leur dit vous feriez mieux de partir en courant, et en voyant que cet individu commence à rentrer chez lui, car il était connu que lui vivait non loin de la forêt, Madeleine a demandé si elle pouvait, elle et son ami, attendre chez lui pour appeler les parents et que les parents viennent les chercher. Sauf que l'homme a répondu en criant « S'il sait que vous êtes chez moi, il nous tuera tous ». Comprenant là que le vieil homme refusait que les deux jeunes filles viennent chez lui, Madeleine a dit à son ami « Cours ». C'est ce qui est fait. Les deux jeunes filles courent aussi vite que possible pour sortir de cette forêt. Et alors qu'elle regarde derrière elle pour voir s'il y a quelque chose, parce que pendant cette course, Madeleine et son ami regardaient partout pour savoir s'il y avait le moindre danger à l'horizon, et bien Madeleine a vu quelque chose. Elle a vu derrière elle sortir d'un buisson l'homme qu'elles avaient vu à l'entrée de la forêt, celui même qui avait surpris Madeleine en train de faire pipi et qui leur courait après. Madeleine a pris son téléphone et a appelé son père pour qu'il vienne la chercher. Séance tenante, il y va à 5 minutes, donc il devait être là rapidement, et après avoir raccroché, l'homme a poussé un énorme cri. Madeleine suppose qu'en fait, il était énervé qu'elle ait réussi à appeler de l'aide. Finalement, Madeleine et son ami qui avaient réussi à prendre de l'avance sur l'homme ont réussi à retrouver la voiture du père de Madeleine avant que l'homme ne les rattrape. Et juste avant de quitter la forêt, notre amie a jeté un coup d'œil à l'intérieur de celle-ci et elle a vu l'homme qui était arrêté au milieu du sentier en train de les fixer sans détourner le regard jusqu'au moment où il a fait demi-tour et qu'il a disparu entre les buissons. En racontant toute l'histoire à son père, tout de suite, la décision commune qui a été prise, c'est de contacter la police. La police est donc intervenue sur les lieux pour essayer de débusquer cet individu et il se trouve qu'il a été retrouvé. Et cet individu n'était d'ailleurs pas inconnu des services de police. C'était un homme qui était déjà connu pour des faits d'abus sur des femmes, généralement entre 13 et 25 ans. Et autre détail sur l'histoire, c'est que le vieil homme que Madeleine et son ami ont interpellé, celui qui a dit « S'il sait que vous êtes chez moi, il nous tuera tous ». En fait, lui est le père du criminel qui rôdait dans la forêt. Madeleine ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé vis-à-vis de l'individu en question. Quoi qu'il en soit, elle, à plusieurs reprises, elle est retournée avec son ami dans la forêt, mais cette fois-ci, dans des meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus jamais rien reproduit. C'est tout ce qu'on pouvait espérer pour Madeleine, qu'elle ne recroise plus jamais le chemin de cet homme. On ne peut être qu'heureux qu'à part une frayeur, rien de pire ne lui soit arrivé. Quant à cet homme, on espère qu'il a été mis hors d'état de nuire et qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire du mal à qui que ce soit d'autre. Dans cette seconde histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Michael. Michael nous partage quelque chose qui s'est passé sur une certaine durée. Il nous explique qu'un vendredi, au mois de novembre, il regardait tranquillement la télévision en plein après-midi et quelqu'un, alors qu'il était en train de se détendre, a frappé à sa porte. Naturellement, il est allé voir qui c'était et un individu se présentant comme étant un garde forestier s'est présenté à lui. Il a dit que la raison de sa présence était le fait qu'il devait abattre un arbre, sauf que cet arbre se trouvait à moitié sur le terrain de Michael et sur le terrain de la ville. Donc en fait, il avait besoin de son autorisation pour enlever cet arbre. Michael a donc invité cette personne à rentrer dans sa maison. Lui ne voyait absolument aucun inconvénient à retirer cet arbre
de la nature, alors le garde forestier lui a fait signer quelques papiers et à un moment donné, il lui a dit qu'il avait soif, donc Michael lui a très gentiment proposé un verre d'eau. Le garde forestier est ensuite parti et on avance d'une semaine dans le temps. Nous sommes cette fois-ci en pleine nuit. Michael s'est réveillé à un moment donné en sueur parce qu'il avait fait un cauchemar. Et alors qu'il cherchait à reprendre ses esprits, il a entendu un énorme bruit venir de son toit qui l'a fait sursauter. Notre ami n'a pas voulu aller voir ce que c'était, il était encore en train de se remettre du cauchemar qu'il avait, donc il a rapidement rationalisé la situation, peut-être pour se rassurer, en se disant que c'était soit un objet ou un animal qui était tombé du toit, ou qui avait en tout cas causé ce bruit. Mais étonnamment, à partir de ce jour-là, différentes choses ont commencé à se produire, et c'est à partir de ce moment d'ailleurs qu'il a commencé à ne plus se sentir tout seul. Il nous dit qu'il avait l'impression que quelqu'un utilisait ses affaires comme ses vêtements ou ses sous-vêtements. Son lit était fait d'une manière différente. Je ne sais pas si vous arriverez à comprendre, mais il disait que les bouts de couette étaient placés sous le lit alors que lui ne le faisait jamais. De plus, il sent comme une présence. Il a cette impression qu'il y a quelqu'un autour de lui et d'ailleurs ce quelqu'un le regarderait même selon ce qu'il avance en train de dormir. Et c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre parce qu'il ferme toujours les fenêtres, les portes et il n'a constaté aucun signe d'effraction. Donc il rationalise de nouveau et il se dit que peut-être cette sensation désagréable qui le préoccupe vient en fait de la perte de sa maman, perte qui s'est produite assez récemment. Mais même en se disant tout cela, ce sentiment ne disparaît pas du tout. Donc il a voulu s'assurer de sa santé mentale. Il se posait clairement la question de est-ce que je suis fou ou alors il se passe bien quelque chose. Donc il a demandé à un de ses amis de l'aider. Il a proposé à un ami de venir télétravailler chez lui pendant quelque temps. Et les révélations de cet ami sont assez surprenantes. Il a dit qu'un matin, très tôt après son installation, vers 10h, il avait entendu des bruits de pas à l'extérieur. Il a même vu une ombre et donc en apprenant cela, Michael s'est dit que peut-être la personne qui s'introduisait chez lui était le garde forestier. En plus de ça, ça faisait maintenant 1 mois qu'il était venu se présenter pour dire qu'il fallait abattre un arbre, mais l'arbre, lui, était toujours là alors que Michael avait signé tous les papiers et que tout était normalement en ordre pour le faire. Donc, en voulant en savoir un peu plus, Michael a pris une décision que je n'aurais probablement pas pris parce que je n'y aurais pas pensé. Il a fait un lien dans sa tête, il se dit ok, l'arbre était sur mon terrain mais aussi sur un terrain de la ville. Donc, je vais aller voir la mairie pour savoir ce que c'est que cette histoire. C'est ce qu'il a fait. Et en arrivant sur place, après avoir parlé de toute cette histoire d'arbre, il a appris que apparemment il n'y avait à aucun moment la question d'abattre cet arbre sur le terrain de la ville et sur le terrain qu'occupait Michael. Donc, curieux, assez choqué de ce qu'il apprend, il demande à voir le fameux garde forestier qui s'est présenté chez lui. Le garde forestier a été contacté, Michael a patienté le temps que cet homme arrive, et c'est là que le garde forestier est arrivé sur place. Cet homme n'était pas du tout celui qui avait toqué chez Michael. C'est là que notre ami comprend qu'en fait, il a été trompé. Donc, après avoir quitté la mairie, il se rend directement à la gendarmerie. Une fois arrivé sur place, Michael contacte l'ami qui était chez lui et lui dit de le rejoindre à la gendarmerie. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans le domicile, l'ami de Michael est potentiellement en danger. En attendant que l'ami arrive, Michael raconte tout et des agents de police sont donc envoyés au domicile de Michael afin de voir ce qu'il se trame dans sa maison. En arrivant sur place, les policiers ont vu le faux garde forestier donc essayer de s'enfuir à pied, mais il a finalement été attrapé. Et la question maintenant qu'on peut se poser, c'est la grande question. Mais qui est cet homme? Eh bien en fait, c'était quelqu'un qui s'était évadé d'une prison située à une vingtaine de kilomètres du domicile de Michael. Il avait apparemment un casier judiciaire assez rempli pour 3 homicides volontaires et également pour usurpation d'identité. Cet homme en fait avait assassiné des anciens colocataires à lui en se faisant passer pour des anciennes connaissances. Depuis l'évasion de cet individu, il dormait dans la nature, sous les arbres, il restait caché et il a patienté 1 mois dans la nature avant d'aller toquer à la porte de notre ami Michael. Michael pense qu'en fait, cet individu, cet évadé de prison, a ciblé sa maison parce qu'elle était assez isolée et en même temps assez éloignée de la prison dont il s'était évadé. Pour la grande révélation, c'était cette personne qui était à l'origine du fameux bruit, le fameux boom que Michael
a entendu lors des événements nocturnes quand il avait fait son fameux cauchemar. C'est comme si, inconsciemment d'ailleurs, son inconscient a voulu le prévenir que quelque chose n'allait pas. Peu de temps avant la rédaction de son témoignage, Michael a d'ailleurs remarqué qu'il lui manquait une clé de maison, un double, et il présume donc que c'est un double qui avait été pris par l'évadé de prison quand il s'est rendu la première fois au domicile de Michael. Alors que lui signait des papiers, les clés, elles, étaient exposées en évidence sur un meuble, et c'est là que cette personne se serait servi. C'est là que son témoignage se termine. Michael conclut en disant qu'il a acheté beaucoup de caméras de sécurité pour se sentir à l'aise chez lui après ces événements, chose qu'on peut, je pense, complètement comprendre. Mais il y a 2 points sur lesquels je m'interroge. Le premier point, c'est qu'on sait que cet individu, cet évadé de prison, était en cavale. Et s'il restait vraiment dans la nature, comment aurait-il pu faire pour se procurer des vêtements ? Il devait avoir probablement une tenue de prisonnier, donc peut-être que c'est juste pas précisé dans l'histoire, ou alors Michael ne le sait pas, mais cet individu ne devait pas ressembler potentiellement à quelqu'un qui s'était évadé de prison. Le deuxième point sur lequel je m'interroge, c'est que cet homme a fait signer des papiers à Michael, donc je présume que ce genre de document est imprimé. Ce n'est pas quelque chose qu'on rédige sur une feuille à la main, à moins qu'il a juste demandé à Michael de rédiger une attestation pour dire qu'il était ok sur le fait de abattre l'arbre qu'il y avait sur son terrain. Ce n'est pas vraiment précisé, mais si c'est quelque chose qui a été imprimé, alors ça veut dire que cet individu a eu accès à du matériel. C'est des petits points de flou, simplement des détails. Petite parenthèse, j'ai remarqué aussi, après avoir tourné cette histoire, que Squeezie avait raconté cette histoire, alors selon les commentaires il y a quelques années, c'est pas grave. Mais je préfère le dire avant d'avoir des commentaires sous la vidéo en disant que Squeezie a pris l'histoire, que je lui ai volé l'histoire, etc. Personnellement, quand j'ai vu l'histoire, je ne le savais pas. J'ai trouvé l'histoire impressionnante, donc j'ai voulu vous la partager. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager l'histoire qu'a raconté quelqu'un que nous appellerons cette fois-ci Élise. Elle nous dit, pour expliquer sa situation, qu'elle est réceptionniste dans un hôtel et par conséquent ses horaires peuvent être assez variables. Elle peut travailler soit de 6h à 14h, de 14h à 22h ou de 22h à 6h du matin. Pour contextualiser et qu'on ait une bonne image de l'environnement dans lequel elle travaille, elle nous dit que la réception est juste à côté des ascenseurs que peuvent emprunter les clients pour accéder aux différentes chambres. Habituellement, les clients sont censés libérer leur chambre à 11h. Et par courtoisie, quand Élise voit qu'un client quitte l'hôtel en sortant de l'ascenseur et ensuite en se dirigeant vers les sorties, elle lui souhaite toujours une bonne journée. Au moment des faits, elle nous précise que l'hôtel affichait complet. Vers 11h, elle a remarqué qu'un client sortait de manière assez précipitée de l'ascenseur. Il n'a même pas pris la peine de regarder Élise, mais quoi qu'il en soit, elle ne déroge pas à sa règle de courtoisie, elle lui dit bonjour et bonne journée. Et c'est là que ce client s'arrête net. Il se retourne vers Élise, il lui sourit, mais il ne dit rien. Il reste là, sans bouger pendant quelques secondes, et ensuite il va s'asseoir sur des sièges qui étaient en face de la réception. Élise n'y prête pas plus attention que ça, elle retourne à son travail. Mais pendant un long moment, cet individu reste toujours là, une trentaine voire une quarantaine de minutes, et c'est là qu'Élise commence à sentir un certain malaise. Elle sait que cet homme est en train de la fixer. Élise y pense, elle se dit que c'est étrange, mais elle décide de laisser couler la chose, de ne pas laisser cette pensée occuper son esprit trop longtemps. Elle a vu bon nombre de clients passer au cours de sa carrière, des personnes totalement normales ou d'autres qui étaient peut-être un peu plus dérangées. Mais quoi qu'il en soit, le temps passant encore, elle commence de nouveau à être mal à l'aise en se rendant compte que cet individu ne la lâche pas des yeux. Donc, voulant se libérer un peu de cette pression qu'elle a depuis un moment, Élise décide de se rendre dans les cuisines, là où elle peut être hors de la vision de cet individu. Elle fait encore une fois quelques tâches, elle nettoie la cuisine, elle plie quelques serviettes, elle fait la vaisselle de ceux qui ont pris leur petit déjeuner, et en faisant tout cela, elle commence à ne plus penser à l'individu qui l'avait dérangé. Mais à un moment donné, elle pose ses yeux sur l'entrebâillement de la porte de la cuisine, et elle voit 2 yeux qui la fixe attentivement. Tout de suite, ça la fait sursauter. Et là, elle décide de confronter la personne, car il n'a pas le droit, en soi, de venir à ce niveau-là dans l'hôtel. Donc, elle se dirige vers la porte, elle lui dit que c'est un endroit réservé aux employés, et l'homme, sans rien dire, retourne dans le hall de l'hôtel très lentement. Il fait un pas, puis il regarde Élise.
un nouveau pas, il la regarde de nouveau, et à chaque fois ce cycle se répète. Finalement, l'homme arrive de nouveau au niveau des fauteuils qui font face à la réception. Élise décide de se remettre à son travail, elle monte au premier étage, dans la lingerie pour remettre à disposition du shampoing, du gel douche, des draps, des serviettes, pour que les femmes de chambre puissent y avoir accès facilement et réapprovisionner les différentes chambres de l'hôtel. Et en sortant de la pièce, en ouvrant la porte, elle se retrouve de nouveau nez à nez avec cet homme qui ne fait que la surveiller. Encore une fois, Élise est prise par surprise, donc elle dit sur un ton assez sec à l'homme que si jamais son séjour dans l'hôtel est terminé, il doit quitter les lieux. Encore une fois, sans dire un mot, l'homme fait demi-tour et emprunte les escaliers. Élise veut s'assurer que cet homme va bel et bien partir, donc elle l'accompagne, et effectivement, l'homme quitte l'hôtel, et c'est là que notre amie est prise d'un grand soulagement. Elle se dit qu'enfin, cette situation qui l'a dérangée est maintenant terminée. Le temps avance encore, d'une heure et demie, peut-être 2 heures, et là, Élise décide d'aller aux toilettes du personnel qui se trouve au premier étage. Quand elle s'y rend, les toilettes sont occupées par une femme de chambre, donc Élise patiente tranquillement, et donc, en patientant, elle décide de regarder à l'extérieur de l'hôtel, au travers de la fenêtre des vestiaires du personnel, fenêtre qui donne une vue sur le parking. Au fond du parking, il y a 3 énormes bennes à ordures. Et elle voit que l'homme qui l'a extrêmement mis mal à l'aise est caché, accroupi derrière une de ces bennes à ordures. À ce moment-là, Élise a les poils sur son corps qui s'hérissent. Elle comprend que cet individu l'attend, mais elle ne comprend pas ce qu'il lui veut. Là, la femme de chambre qui occupait les toilettes sort et Élise lui raconte ce qui s'est passé. Et étonnamment, la femme de chambre semble beaucoup plus effrayée qu'Élise elle-même. Elle lui conseille même de faire appel à la police. Élise prend l'information, elle va aux toilettes et ensuite elle retourne à la réception. Là, elle envoie un message dans une conversation qu'elle a avec des amis. Elle explique ce qu'il se passe et tout le monde lui dit de prévenir la police. Effectivement, les gens s'inquiètent car peut-être que cet homme est armé, peut-être qu'il a des intentions très malsaines, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc par précaution, il vaut peut-être mieux prendre la sécurité, c'est-à-dire appeler la police. Donc Élise s'exécute. Elle appelle la police, elle raconte de nouveau son histoire et en 10 minutes, la police arrive sur les lieux. L'homme est arrêté, menotté quelques secondes après que la police l'ait trouvé derrière les bennes à ordures, et ensuite un agent de police vient directement dans l'hôtel pour parler avec Élise. Il lui dit qu'ils étaient à la recherche de cet homme depuis le matin même. En fait, cet homme n'était pas un client de l'hôtel, c'était quelqu'un qui était rentré dans l'hôtel avant qu'Élise ne prenne son service, et en fait, il se cachait dans l'hôtel. Il avait avec lui un sac, et dans ce sac était caché un couteau de cuisine. Donc l'homme a été embarqué. Élise se dit que ça y est, cette histoire est enfin terminée, mais ce n'était pas le cas. Nous avançons dans le temps, cette fois-ci de 3 jours. Élise ne travaillait pas le matin cette fois-ci, mais l'après-midi. Et en arrivant à son travail, elle a fait face à sa collègue qui travaillait le matin, qui était quelque peu perturbée. Elle lui a dit qu'un homme était venu et qu'il souhaitait voir Élise, chose qui était très inhabituelle, car Élise ne donnait jamais de rendez-vous à quiconque dans l'hôtel, donc par sécurité, cette collègue a dit qu'Élise ne travaillait pas du tout de la journée. Sauf que cet homme a été quelque peu insistant. Finalement, il a commencé à vouloir partir et Élise explique que dans l'hôtel, à l'entrée, il y a les toilettes communes des clients dans le hall. Sauf que ces toilettes ont été condamnées suite à la crise sanitaire. Et à un moment donné, la collègue a été sortie de son travail par un bruit qu'elle entendait. Elle s'est donc rendue là d'où provenait ce fameux bruit. Et il s'avère que c'était l'homme qui souhaitait voir Élise qui s'acharnait sur la porte des toilettes pour y rentrer. La collègue a demandé ce qu'il faisait là et lui a dit qu'il venait pour voir Élise. Elle lui dit de nouveau qu'Élise ne travaille pas de la journée, donc c'est inutile de rester, et là finalement, l'homme est parti. Quelques heures plus tard, quand la collègue allait finir sa journée de travail, donc elle nettoyait son poste de travail, elle discutait en même temps avec un client habitué de l'hôtel qui allait partir, elle l'a même accompagné à sa voiture car elle devait sortir des poubelles, et en arrivant au niveau des bennes à ordures, elle s'est rendue compte que l'homme qui souhaitait voir Élise était accroupi derrière celle-ci, caché. L'autre client, lui, était aux côtés de la collègue, donc il a pu intervenir, il a forcé l'homme à partir. Et donc, en entendant cette histoire, avec la description physique qu'a fait la collègue de cet homme, Élise comprend tout de suite
de qui il s'agit de l'individu dont on a parlé un peu plus tôt, eh bien Élise raconte à son tour ce qui lui était arrivé. Et la collègue, elle, est formelle, il faut appeler de nouveau la police. C'est ce qu'elle a fait, et la police a assuré qu'ils allaient faire des patrouilles de temps en temps, assez régulièrement. Après cette fameuse journée, Élise a pris une semaine de vacances. Au cours de ces vacances, l'individu s'est présenté de nouveau à l'hôtel. Il est allé à la réception et il s'est fait passer pour un ami d'Élise, un ami qui vient de loin, et il a dit qu'il n'avait plus l'adresse ni le numéro de notre ami, et donc il souhaitait l'obtenir auprès du réceptionniste qui remplaçait Élise à ce moment-là. Le réceptionniste, lui, avait eu vent de la fameuse histoire, donc il a dit qu'il ne pouvait pas donner ces informations étant des informations sensibles, mais qu'il pouvait appeler Élise avec le téléphone de l'hôtel et ensuite il passerait le téléphone à l'individu. Sauf que lui a refusé et est parti. Élise est revenue de ses vacances et elle n'a pas revu cet homme pendant quelques temps. À force, elle s'est dit que cette histoire était derrière elle, que tout était terminé. Mais un jour, alors qu'elle était en train de former une stagiaire, la stagiaire lui a dit qu'un homme l'a fixé sans détourner le regard à l'entrée de l'hôtel. Élise a jeté un coup d'œil et encore une fois, l'homme était de retour. Et là, elle ne sait pas pourquoi, ce n'est pas de la peur qui a pris possession de son corps, c'est de la colère. Élise était furieuse, elle n'en pouvait plus de cette situation qui ne s'arrêtait pas. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à courir face à cet individu. Lui a commencé à prendre la fuite. Élise a poursuivi l'homme à l'extérieur de l'hôtel et elle a réussi à le rattraper. Et dès qu'elle l'a rattrapé, elle lui a mis un coup de poing en plein visage. Tellement fort qu'il s'est mis à saigner du nez. L'homme l'a insulté et il est ensuite parti en courant. Après ces événements, Élise a eu très peur que l'homme revienne pour se venger parce que elle s'est rappelé que la première fois où elle l'a vu, il était quand même armé d'un couteau de cuisine. Donc elle s'est dit que peut-être en faisant cette action, elle a mis sa vie en danger. Elle avait peur d'aller au travail, de sortir de chez elle. Elle se disait qu'à tout moment, à chaque intersection, elle pourrait croiser cet individu qui viendrait pour se venger d'elle. Mais heureusement, à un moment donné, il y a eu un appel qui a tout changé. La police a contacté Élise pour lui dire que plus jamais elle n'aurait à s'inquiéter de cet individu. L'homme avait été arrêté, vraiment, parce qu'il était dangereux pour lui et pour les autres. Il tenait constamment apparemment des discours incohérents concernant des théories du complot, concernant des aliens, et alors qu'il était interrogé, la police lui a demandé pourquoi il était aussi obstiné vis-à-vis d'Élise, et la seule chose qu'il a répondu, c'est un sourire. Il n'a pas dit le moindre mot. Élise sait que cet individu a été interné dans un endroit sécurisé où il pourrait être pris en charge, et encore aujourd'hui, la question de savoir pourquoi cet homme était aussi fasciné par Élise demeure un mystère, mystère qui la hante. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces 3 threads d'horreur qui se déroulent en France. J'espère avoir réussi à les raconter au mieux, en respect par rapport à ceux qui ont partagé leurs témoignages. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces histoires en ma compagnie. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram pour m'envoyer une histoire qui vous est arrivée si vous le désirez. Et si vous souhaitez que je raconte ensuite cette histoire sur la chaîne, merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!